Le site archéologique d'Ishango se situe sur la rive nord du lac Édouard, en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un site à fort potentiel, puisqu'on y a retrouvé des traces prouvant qu'il a été occupé à plusieurs reprises par des sociétés humaines depuis près de 100 000 ans. Les premières fouilles sérieuses ont été réalisées entre 1950 et 1959 par l'archéologue belge Jean de Heinzelin, après que des restes humains aient été mis au jour 20 ans plus tôt lors d'une autre expédition menée par un zoologue, Hubert Damas. La majorité des vestiges découverts l'ont été sur une couche profonde relativement petite qui a été datée par la méthode du carbone 14 à une époque comprise entre 20 000 et 25 000 ans avant notre ère. L'équipe de Jean de Heinzelin y a escavé des milliers d'outils, d'os d'animaux et d'homo sapiens aux caractéristiques physiques archaïques, dont la conservation par fossilisation a été assurée et accélérée par des dépôts volcaniques importants. Voyez ainsi la couleur marron foncé des restes caractéristiques de ce phénomène. En effet, cette région des Grands Lacs est dominée par le groupe des volcans Katwe, qui participe à son potentiel archéologique. Mais qui étaient donc les habitants des rives du lac Édouard il y a 25 000 ans ? Une grande quantité de pointes de harpons ont été retrouvées lors des fouilles, ce qui atteste que nous sommes là en présence d'une société de chasseurs-cueilleurs spécialisée dans la pêche. La forte densité et la diversité des eaux retrouvées attestent d'une abondance des ressources qui aurait permis à nos ancêtres d'adopter un style de vie bien plus sédentaire que la majorité des groupes d'Homo sapiens vivant plus au nord. Et oui, nous sommes toujours à une époque où la plupart des groupes humains ont adopté le nomadisme dans de larges territoires pour maximiser leurs chances de survie. D'ailleurs, cette sédentarité ne devait pas être récente sur le site d'Ishango, puisque d'autres harpons, cette fois-ci datant de 70 000 ans, ont été retrouvés sur le site archéologique de Katanda à proximité d'Ishango, ceci prouvant que la région était bel et bien habitée durablement depuis bien longtemps. Et qui dit sédentarité et abondance de ressources dit plus de temps libre pour la réflexion, les innovations techniques et peut-être même plus. Cela a notamment été observé lors de l'analyse des pointes de harpon. En effet, les archéologues ont remarqué une évolution dans la forme de ceux-ci. L'écartement entre les encoches devenait de plus en plus important, ce qui, nous le savons aujourd'hui, améliore les chances de capture du poisson. Nous sommes donc là en face d'une avancée technologique manifeste. Ce peuple des Grands Lacs était donc indiscutablement sur les rails du progrès. Jusqu'où ont-ils bien pu aller ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec la découverte majeure faite sur le site d'Ishango, celle de 2 os gravés qui porteront rapidement le nom évocateur d'os d'Ishango. Laissez-moi vous les présenter. Les os d'Ishango sont des objets tout à fait fascinants. Il s'agit de 2 outils de 10 et 14 cm retrouvés dans cette fameuse couche datant de 25 000 ans. Ce sont des objets composites, c'est-à-dire composés de plusieurs parties constituées chacune d'un matériau différent. La partie ayant le mieux résisté aux ravages du temps est le manche qui est fait à partir d'un os de mammifère d'une espèce inconnue, peut-être un babouin d'après certaines sources. Sur ces manches sont encore fixés des morceaux de quartz qui ne sont probablement que les résidus de parties plus importantes. Ce sont les parties opérationnelles de l'outil. Parmi les 2 os, c'est au premier que nous allons le plus nous intéresser, parce que comme vous allez le voir, il semble cacher bien des secrets et a fait s'arracher les cheveux à une génération de spécialistes. La réalisation du manche du premier os, celui que l'on appellera désormais l'os d'Ishango, est le résultat d'un travail artisanal très poussé. Il a été taillé, poli puis gravé. En effet, on retrouve sur sa surface 168 marques horizontales et parallèles qui font tout de suite penser aux marques utilisées de la préhistoire à nos jours pour effectuer des comptages. Ces bâtons de comptage ne sont pas rares puisqu'ils ne demandent pas de connaître les chiffres pour être utilisés. Cette technique était notamment encore utilisée par les derniers bergers européens qui ne savaient pas compter pour dénombrer les bêtes de leur troupeau. S'il ne s'était s'agi que d'un objet utilisé pour le comptage, alors cet os n'aurait pas fait autant parler la communauté scientifique. C'est donc pour voir ce qui a rapidement enthousiasmé Jean de Heinzelin que nous allons décrire plus précisément l'os d'Ishango. Comme je l'ai dit, l'os d'Ishango est recouvert de 168 marques horizontales, mais ces marques ne sont pas réparties aléatoirement. Jean de Heinzelin va dans ses travaux remarquer plusieurs choses. Premièrement, les marques sont regroupées en paquets. Il va alors émettre l'hypothèse que ces paquets de traits ont été réalisés délibérément dans l'idée de représenter des nombres. Il se base ici sur le fait que l'écriture des chiffres débute historiquement par une représentation en ligne. L'os d'Ishango en serait un lointain ancêtre. Et là déjà, on serait sur une information extraordinaire. Cela ferait de l'os d'Ishango rien de moins qu'un représentant de l'origine de la représentation des nombres. Mais l'archéologue ne s'arrête pas là. Il remarque dans un second temps que ces nombres sont organisés en colonnes sur l'os.
3 colonnes pour être exact. Ceci signifie qu'il pourrait y avoir une logique entre les nombres des colonnes et entre les colonnes elles-mêmes. Détaillons un peu ça. Sur la colonne de droite figurent 4 nombres, 11, 21, 19, 9. Jean de Heinzelin voit alors ici une logique arithmétique autour de la base 10. 11 et 9, c'est 10 auxquels on a ajouté ou enlevé 1. 21 et 19, c'est la même logique mais avec la valeur 2 x 10, 20. Sur la colonne centrale apparaissent d'autres logiques mathématiques avec les nombres 3, 6, 4, 8, 10, 5, 5 et 7. Il remarque que les 3 premiers couples de nombres sont les résultats de dédoublement. 6, 8 et 10 sont respectivement les doubles de 3, 4 et 5. Mais c'est avec la colonne de gauche que l'os d'Ishango fait sensation. On y voit les nombres 11, 13, 17 et 19 qui résonnent tout particulièrement dans le cœur des mathématiciens. Avec le 5 et le 7 du bas de la colonne centrale, ces nombres sont, dans l'ordre et sans omission, tous les nombres premiers compris entre 5 et 20. Pour rappel, les nombres premiers sont les nombres divisibles seulement par 1 et par eux-mêmes. Ils sont d'une importance capitale en mathématiques en entrant dans de nombreux théorèmes. Vous pouvez ainsi les voir comme des briques élémentaires à la manière des atomes en physique. La première trace de l'étude des nombres premiers date des travaux entrepris par Euclide d'Alexandrie en -300. Alors les voir sur un os vieux de plus de 20 000 ans, c'est tout simplement une révolution dans l'histoire mondiale des sciences. On peut supposer que les Égyptiens et les Babyloniens ont pu travailler ces nombres premiers, bien qu'il n'y en ait été trouvé aucune trace, mais on a avec l'os d'Ishango un indice sur rien de moins que l'origine africaine d'un pan complet des mathématiques. Vous voyez sûrement maintenant l'importance que revêt ce type de conclusion, et c'est pourquoi les travaux de Jean de Heinzelin ont été grandement commentés. Et nous aussi, nous allons prendre le temps de discuter ces hypothèses. Mais avant cela, je souhaiterais vous parler d'autres travaux postérieurs à ceux de Jean de Heinzelin qui ont avancé de nouvelles significations possibles aux inscriptions visibles sur l'os d'Ishango. La célébrité de l'os d'Ishango est en grande partie le résultat des investigations menées dans les années 90 par les mathématiciens belges Dirk Hilbroek et Vladimir Plester. Ils accordent entièrement leur crédit au plus important, c'est-à-dire que les groupes de marque horizontale représentent bien des nombres. Ils vont même beaucoup plus loin que leurs collègues en considérant que l'os d'Ishango renfermerait des règles de calcul complexes à la manière de tables de calcul ou même à la manière de ce que beaucoup de journaux de l'époque appelleront une calculatrice préhistorique. J'ai mis le lien vers l'article dans la description si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui les amène vers ces conclusions. De mon côté, je vais m'arrêter sur une hypothèse marquante de leurs travaux. Plester et Hilbroek constatent une chose très intéressante. En faisant la somme des nombres de chaque colonne, on arrive à 60 pour les colonnes de gauche et de droite et à 48 pour la colonne centrale. 48 et 60 étant des multiples de 12, ils y voient une manifestation des règles de calcul pensées en base 12, par paquet de 12 si vous voulez. De plus, et vous le verrez en parcourant leurs publications, beaucoup des règles de calcul internes dans les colonnes de l'os d'Ishango font apparaître des logiques à la fois en base 3 et en base 4. Or les bases 3 et 4 donnent une fois combinées la base 12. Mais enfin vous allez me dire, pourquoi donc l'origine manifeste de calcul en base 12 dans l'os d'Ishango est-elle si intéressante ? Eh bien, c'est que cette découverte permet de comprendre pourquoi, encore aujourd'hui, un grand nombre de méthodes de calcul en Afrique se font en base de 12, contrairement au reste du monde, qui est majoritairement passé en base décimale, base 10, avec les avancées majeures que nous devons aux Indiens puis aux Arabes depuis le 7e siècle. Cela permet aussi de comprendre d'où proviendrait la base 60 des Babyloniens, qui est notamment à l'origine du découpage des heures et des angles. Et oui, qu'est-ce que c'est que 60 ? Le résultat de 12 par 5. La base 12 a donc peut-être enfanté la base 60. La région des Grands Lacs n'est donc plus seulement, excusez-moi du peu, le berceau de l'humanité, elle serait également le berceau des mathématiques, et ce grâce intégralement aux conclusions exposées dans les travaux sur l'os d'Ishango. Les travaux que je viens de vous décrire sur l'os d'Ishango représentent de véritables séismes pour l'histoire des sciences telle que nous la connaissons. J'ai été, comme vous, je le pense, très séduit par ces analyses, d'autant plus que vous le verrez si vous parcourez la documentation mise en description, elles ont été amenées avec force argument et évidence mathématique. Keller rappelle que l'existence même d'un objet sur lequel figurent des marques telles que celles que nous voyons est une grande découverte en soi. Ces marques sont la preuve de l'invention du signe par nos ancêtres du Paléolithique supérieur. Et dans les domaines de l'archéologie et de l'histoire des sciences combinées, l'utilisation de signes abstraits pour désigner des objets bien réels, comme il a été manifestement le cas avec l'os d'Ishango, est une étape clé dans la gestation intellectuelle du concept de nombre. Cela n'enlève donc rien à l'intérêt que doivent porter les scientifiques à la région des Grands Lacs, auquel il est tout à fait possible d'associer le qualificatif de berceau des mathématiques.